Histoire du roman policier. Une chronique réalisée par Michel Perrault et animée par Bruno Hiret et Emmanuel Blois. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est avec un grand plaisir que je retrouve professeur Perrault qui va nous parler de l'histoire du polar, et pas n'importe laquelle aujourd'hui, puisque nous voyons un cambrioleur. Un gentleman cambrioleur. Un gentleman cambrioleur. Donc on va parler d'Arsène Lupin et de Maurice Leblanc. Maurice Leblanc, c'est un auteur de romans policiers qui a créé Arsène Lupin. On l'a comparé pendant très longtemps au Conan Doyle français, et il en a beaucoup souffert. C'est le directeur du mensuel Je sais tout, Jean Lafitte, qui a commandé à Maurice Leblanc une nouvelle, en lui disant « je voudrais une nouvelle de style Sherlock Holmes ». Cette nouvelle, c'est l'arrestation d'Arsène Lupin, et elle va être à l'origine de la carrière du gentleman cambrioleur, avec ses 18 romans, ses 39 nouvelles et ses 5 pièces de théâtre. Leblanc va innover en décrivant un cambrioleur sympathique et en lui laissant d'emblée la parole. C'est Lupin qui raconte, c'est lui le narrateur, et c'est le premier narrateur coupable qui sera ensuite réutilisé. Alors, Arsène Lupin a des biographes, on connaît toute sa vie. Il est né en 1874 dans le pays de Caux. Son père, c'est Théophraste Lupin, prof de gym, d'escrime et de boxe, un peu douteux, et Henriette d'Andrézy. Henriette a été rejetée par sa famille parce qu'elle s'est mariée avec un roturier, et elle a dû se réfugier chez les cousins éloignés, qui étaient les Dreux-Soubise, où elle devient leur femme de chambre. Et le futur gentleman cambrioleur va débuter sa carrière à l'âge de 6 ans en volant le courrier de la reine des Dreux-Soubise. Il a une éducation des plus éclectiques, puisqu'on dit qu'il a appris la médecine, le droit, les beaux-arts, qu'il a été acteur et prestidigitateur. C'est surtout un as du déguisement, du maquillage, qui sont essentiels pour ses activités professionnelles. Et dans l'un des romans, on décrit une loge d'acteurs qui est installée dans sa voiture. Alors il change constamment d'identité. Bon, il préfère souvent le nom de Raoul d'Andrézy par hommage à sa mère, mais il peut aussi devenir le commissaire Lenormand, qui a dirigé les policiers qui étaient chargés de l'arrêter, ou d'ouvrir une agence de détectives à Paris sous le nom de Jim Barnett. Il a une vie sentimentale mouvementée, puisque très tôt, lors d'un séjour à Nice, il aura une fille qui sera prénommée Germaine et qu'on rencontrera dans certaines de ses aventures. Qu'à une certaine période, la comtesse de Cagliostro, Joséphine Pellegrini et Clarisse d'Etigues vont partager ses faveurs, qu'il va épouser Clarisse, mais qu'après 5 ans de vie commune, celle-ci va mourir en lui donnant un fils, Jean. Et pour se venger, Joséphine va enlever l'enfant et il ne le reverra jamais. Arsène Lupin va être blessé lors d'un cambriolage. Il est soigné par Raymond de Saint-Véran, celle-là même qui lui a tiré dessus, et elle deviendra sa maîtresse, puis son épouse. Quelle vie. Quelle vie. Vous l'aimez bien, Arsène Lupin? Vous l'aimez mieux que Sherlock Holmes? On ne me pose pas une question comme ça. Sherlock Holmes, c'est forcément le meilleur. Mais on verra tout à l'heure qu'il y a eu des rapports entre Sherlock Holmes et Arsène Lupin. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Lupin, dans la première partie de sa vie, va être un cambrioleur compulsif, anarchiste. Il cambriole, mais toujours en étant un gentleman. Il vole avec élégance. Il laisse une carte de visite à son nom. Il ne s'attaque qu'à des individus qui sont enrichis de manière illégale ou immorale. Il n'aime pas la violence. Il se présente le jour comme un respectable mondain, avec le monocle, le chapeau de forme. Et après l'affaire Kesselbach, Arsène va mettre en scène son suicide, s'engager dans la Légion étrangère, et avec 60 anciens complices et 10 000 Marocains, il va se créer un empire mauritanien qu'il offre à la France en 1919. Et ça va être le début de sa période patriotique, où les récits deviennent franchement germanophobes, les Allemands étant présentés comme des êtres brutaux et vulgaires, alors que les Français sont élégants et distingués, bien sûr.
Arsène Lupin, en fait, suit l'évolution sociale de Maurice Leblanc. Il devient un bourgeois presque honnête. Il joue davantage le registre des détectives, mais avec quelques cambriolages, bien sûr, en souvenir du bon vieux temps. En 1920, lorsqu'il a pris sa retraite, il va une nouvelle fois intervenir pour démasquer un cambrioleur qui utilisait son nom. Et puis enfin, tout à la fin de sa vie, ça je ne savais pas, j'ai vu ça en faisant ton émission, qu'il s'occupe des enfants des quartiers pauvres du nord de Paris. Il s'en occupe sous le nom de Capitaine Cocorico. Ah ouais. Voilà. Au cours de sa vie, Arsène Lupin va tenter de résoudre les 4 secrets de Marie-Antoinette et de Cagliostro. Le premier, c'est la dalle des rois de Bohême, ou la légende de la pierre-dieu de l'île de Sarek. Et c'est une affaire qui est résolue dans l'île aux 30 cercueils. Le second, c'est la fortune des rois de France, un trésor qui est caché au cœur de l'aiguille d'Étretat. Et l'affaire est résolue dans l'aiguille creuse. La troisième, c'est le chandelier à 7 branches, qui conduit au trésor des 7 principales abbayes du Pays de Caux, qui est résolu dans le roman La Comtesse Cagliostro. Trésor malheureusement dispersé en mer après l'explosion du navire de la Comtesse. Et enfin, la 4e énigme, c'est Il Robore Fortuna, ou La fortune est dans le chêne, que Lupin ne va pas résoudre, mais que Dorothée, qu'on retrouve dans certains de ses volumes, va résoudre cette énigme dans Dorothée, danseuse de cordes. Il a vraiment existé alors, lui? Bah bien sûr. Ah oui. Comme Sherlock Holmes. Mais par contre, c'est vrai, son chapeau, lui, il avait vraiment un chapeau de forme. Il avait vraiment un chapeau de forme. Bon, ça nous rassure. Ça rassure, pour l'image. Alors, Arsène Lupin et Sherlock Holmes. Arsène et Sherlock vont se trouver en rapport à plusieurs reprises. La première fois, c'est dans Arsène Lupin contre Sherlock Holmes. Ça a fâché Conan Doyle, qui a dit « mais on a utilisé Sherlock sans me demander mon avis ». Et Sherlock a dû être rebaptisé Herlock Sholmes, alors que Watson étant devenu Wilson. Alors Herlock arrivera à arrêter Lupin lors du vol du Diamant Bleu, arrestation qui ne dure pas longtemps, puisque Lupin va arriver à s'échapper très rapidement. Lupin va être blessé par balle, on le croit mort. Il a réussi à se réfugier dans le repère de l'aiguille creuse. Il va devoir affronter Sholmes, le commissaire Ganimard et Isidore Beaufrelet, le jeune intelligent de la bande. Et Herlock tue accidentellement Raymond de Saint-Véran, sa femme. Lupin va se venger, il va emprisonner Herlock et le renvoyer en Angleterre sur son yacht l'Hirondelle. Alors, la question c'est est-ce que Maurice Leblanc s'est inspiré de Conan Doyle pour créer Lupin? Leblanc a toujours dit non. Il a dit qu'il y avait des personnages qui, effectivement, il s'était inspiré, c'était plutôt Poe, Gaboriau, Vautrin. Mais en même temps, on voit bien que Leblanc a été également agacé par Arsène Lupin et il a essayé de le tuer à plusieurs reprises, en le ressuscitant à la demande du public, que comme l'holmésologie, il y a une lupinologie, avec la Société des études lupiniennes, qui est une émancipation de la société de pataphysique, célèbre société de pataphysique. Et puis la naissance d'une association des amis d'Arsène Lupin en 1985, qui ont créé un prix Arsène Lupin de littérature policière qui récompense un roman associant l'humour et l'enquête. Alors, il y a bien sûr énormément de références concernant les aventures d'Arsène Lupin, aussi bien des romans qui ont été écrits après la mort de Leblanc, que des pastiches, que des bandes dessinées. Il y a peut-être surtout des adaptations à la télé et au cinéma qui sont intéressantes. Robert Lamoureux a joué Arsène Lupin en 1957, que Jean Becker, Yves Robert, Édouard Molinaro ont fait les Arsène Lupin, que Roman Duris a incarné Dubin dans La Comtesse Cagliostro, et puis le dernier en date, c'est Omar Sy, qui joue le rôle d'un admirateur de Lupin et qui s'inspire de ses aventures. Oui. Êtes-vous allé visiter sa maison? Non. Ah, ça vaut le coup. Oui, sûrement. Et puis, je ne voudrais pas oublier, c'est Georges Descrières, oui, à la télé, avec la musique générique chantée par Jacques Dutronc. Allez-y. C'est le plus grand des voleurs.
Bon, merci. À très bientôt. Nous attendons avec impatience la prochaine fois. À la prochaine.